Dans la partie précédente, Ulysse Delap vous a présenté en quoi consistait un four à micro-ondes. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment il fonctionne. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la manière dont les micro-ondes se propagent dans la cavité du four. Pour cela, nous allons tout d'abord introduire un nouveau dispositif qui présente de nombreuses similitudes avec ce dernier et qui va nous permettre de comprendre comment il fonctionne. Il s'agit de la corde vibrante. À partir de l'analyse d'expérience faite sur celle-ci, nous comprendrons comment les micro-ondes se comportent au sein de la cavité du four. Voici donc les deux systèmes que nous allons considérer dans cette partie, la corde vibrante et le four à micro-ondes. Dans ces deux systèmes, nous avons une source d'ondes. Dans le cas de la corde vibrante, il s'agit d'un vibreur produisant des ondes mécaniques, tandis que pour le four à micro-ondes, il s'agit d'un magnétron déjà mentionné qui produit des ondes électromagnétiques. Notons que cette source est à l'une des extrémités entre guillemets de la région finie de l'espace au sein de laquelle vont se propager les ondes, région que l'on appelle une cavité. Pour la corde, cette cavité est unidimensionnelle, alors que pour le four à micro-ondes, elle est tridimensionnelle. À l'autre extrémité de la cavité, on trouve une paroi, là encore entre guillemets, qui va réfléchir les ondes issues de la source et les renvoyer vers celle-ci. Remarquons au passage que du fait de son caractère tridimensionnel, la cavité micro-ondes a autant de parois réfléchissantes que de faces, y compris la porte du four. Nous allons maintenant étudier d'un peu plus près le comportement de cette corde vibrante lorsqu'on vient l'exciter avec le vibreur. Commençons par faire quelques expériences avec la corde. Nous avons donc une corde d'une longueur de 103 cm, à l'extrémité de laquelle on a fixé une masse de 150 g. À l'autre extrémité de la corde, nous avons un vibreur, relié à un générateur de tension sinusoïdale, qui va nous permettre de mettre en mouvement cette corde. On commence par mettre le vibreur en mouvement à une fréquence relativement basse, et on constate qu'il ne se passe rien de notable au niveau de la corde. C'est-à-dire que l'on n'observe pas de déplacement de celle-ci suivant la verticale. Puis on augmente progressivement la fréquence de mouvement du vibreur. On constate que le vibreur oscille de plus en plus vite, mais que le déplacement vertical de la corde ne prend de valeur notable que lorsqu'on atteint une fréquence d'environ 8 Hz. Pour cette fréquence, le déplacement de la corde atteint sa valeur maximale au centre, c'est ce que l'on appelle un ventre. Par contre, aux extrémités de la corde, le déplacement présente une amplitude quasiment nulle au niveau du vibreur et nulle à l'autre extrémité. Ces points où le déplacement est nul sont appelés des nœuds. Pour cette fréquence, appelée la fréquence fondamentale, on a donc un ventre et deux nœuds. On augmente ensuite la fréquence de mouvement du vibreur. Et dès que l'on fait cela, on constate que, malgré le mouvement du vibreur, l'amplitude du mouvement de la corde est quasiment nulle en tout point, comme on peut le voir ici pour une fréquence de 15 Hz. Si on augmente encore la fréquence de mouvement du vibreur, on finit par atteindre une valeur pour laquelle l'amplitude du mouvement de la corde est à nouveau maximale. Ici, cette fréquence est autour de 16 Hz, soit le double de la fréquence fondamentale trouvée précédemment. Pour cette fréquence, on remarque l'apparition d'un nœud au centre de la corde, entouré par deux ventres. Les extrémités de la corde ayant toujours un déplacement nul ou quasiment nul, on a donc deux ventres et trois nœuds sur la corde. Le même scénario se répète si on augmente encore la fréquence jusqu'à atteindre 24 Hz environ, où l'on observe à nouveau une déformation notable de la corde comportant maintenant 3 ventres et 4 nœuds. Et ainsi de suite, à 33 Hz, on observe 4 ventres et 5 nœuds, tandis qu'à 41 Hz, la corde présente 5 ventres et 6 nœuds. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de l'expérience qui précède? Tout d'abord, la corde sert de milieu de propagation aux ondes produites par le vibreur. Cependant, seules certaines ondes de fréquence bien déterminée, que l'on appelle fréquences de résonance, peuvent se propager le long de la corde. Pour une fréquence de résonance donnée, l'onde est telle que son amplitude passe par un maximum en certains points uniquement, ce sont les ventres de vibration. Son amplitude est toujours nulle en d'autres points, ce sont les nœuds de vibration. On appelle de telles ondes des ondes stationnaires, ce qui veut dire que la corde, fixée à une extrémité et excitée sinusoïdalement de l'autre, est le siège d'ondes stationnaires, et nous verrons dans la partie suivante comment ces ondes prennent naissance sur la corde.